Nous sommes à Besançon, en Haute-Saône. C'est ici que vit Théo, avec ses parents. À 23 ans, ce jeune peintre en bâtiment est un garçon sensible, timide et réservé. Cependant, il a récemment fait la rencontre de Léa sur les réseaux sociaux. La jeune fille de 18 ans semble beaucoup lui plaire et les amis de Théo sont ravis pour lui. Mais ce 29 novembre, ses proches sont inquiets. En effet, Théo ne donne plus signe de vie. Ce soir-là, le jeune homme avait justement rendez-vous avec Léa dans son studio. Vers 20h, il échange par texto avec ses amis et il confirme qu'il est bien arrivé. Puis vers 23h, Théo leur envoie un second message assez étrange. Il explique que la relation avec la jeune femme ne fonctionnera pas. Lui et Léa seraient, selon lui, trop différents. Mais alors que tous veulent en savoir davantage, Théo ne répond plus. Depuis ce dernier message, c'est le silence radio. Le jeune homme est sur messagerie. Plus inquiétant encore, le lendemain, il ne se rend pas à son travail et sa voiture a disparu. Face à la situation, ses amis décident de contacter Léa, la dernière personne à avoir vu Théo. Et la jeune fille ne tarde pas à répondre. Elle affirme que le jeune homme serait parti de chez elle vers 6h30 du matin et qu'elle est sans nouvelles depuis. Elle raconte également que leur soirée s'est très bien passée. Marine et David, les amis de Théo, sont dans l'incompréhension. Ils ont le sentiment que quelque chose de grave a pu se produire. Ils impriment alors une centaine d'avis de recherche et ensemble, ils font le tour du village, interrogent les voisins. Ils fouillent les bois, les talus. Ils sont convaincus que Théo aurait pu avoir un accident de voiture causé par le verglas. En parallèle, David, qui connaît bien Léa, insiste par message auprès de la jeune femme pour obtenir plus d'informations sur leur soirée. Sachant Théo très amoureux, il émet alors l'hypothèse d'un suicide amoureux. Mais la jeune femme s'en défend. Et avant d'ajouter qu'il n'y a aucune preuve. Une phrase qui déstabilise David et Marine. Les deux amis commencent alors à émettre des doutes sur Léa. Et sans attendre, ils se rendent à son domicile pour lui parler. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, Léa est absente et un mot sur la porte indique qu'elle sera de retour dans 15 jours. Le lendemain, alors que personne n'a de nouvelles de Théo depuis 2 jours, sa mère se rend au commissariat et elle signale sa disparition. Immédiatement, les enquêteurs prennent l'affaire au sérieux. Ils découvrent que le téléphone de Théo est inactif depuis la nuit de sa disparition. En revanche, sa carte bleue a été utilisée à plusieurs reprises. Un retrait suspect de 600 € est même relevé. Les enquêteurs décident donc d'exploiter la vidéosurveillance de la banque. Et alors que Marine et David les visionnent avec eux, c'est la douche froide. Ils reconnaissent tout de suite la veste de Léa. Et surprise, la jeune femme porte également les chaussures de Théo à ses pieds. Une semaine après la disparition de Théo, une perquisition est organisée au domicile de Léa. Et les enquêteurs font une terrible découverte. En ouvrant le placard, ils découvrent le corps de Théo. Le jeune homme est emballé dans des sacs plastiques. Ses mains sont attachées dans le dos. En apprenant la nouvelle, les proches de Théo sont dévastés. Jamais ils n'auraient pu imaginer un tel drame et une telle horreur. Pour l'avocat des parents de Théo, maître Christophe Bernard, la scène, décrite par Camille, fait davantage penser à une exécution qu'à une riposte à la suite d'une agression sexuelle. Après le coup de couteau donné et que Théo est agenouillé devant la fenêtre,
elle va aller dans la chambre pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Et là, sa décision, c'est, entre guillemets, il faut le finir. On sait, au vu du fait qu'elle ait laissé les marques de ses chaussures dans le dos de Théo, qu'elle a mis des chaussures. Et pourquoi met-elle les chaussures? Pourquoi prend-elle la corde de sa robe pour aller le tuer? Eh bien parce qu'elle a pensé qu'elle aurait plus de force par derrière, en lui faisant le nœud coulant, etc., pour le tuer. Une scène un peu diabolique. Faut quand même pas oublier qu'elle va, alors qu'il est mort, elle va lui attacher les mains dans le dos. Pour être sûre, dit-elle, que il ne va pas ressusciter. Camille aurait-elle tué pour se défendre d'une agression sexuelle? Ou y aurait-il un autre mobile, crapuleux? Quand elle s'est cassé la jambe, elle venait en scooter avec son plâtre. Elle se faisait emmener sans arrêt. Donc on voyait passer des hommes sans arrêt. C'était jamais le même. C'était par intérêt. Je voyais pas une amitié sincère, quoi. Elle me disait non, c'est pas mon copain. Je m'en sers, je l'utilise et puis après il dégage, quoi. Un drôle de rapport aux hommes. Autour de Camille gravite une petite cour de prétendants, dont a fait partie Vincent, un agriculteur de la région. Longtemps, il a espéré avoir une liaison avec elle. Bon, moi j'ai toujours vécu assez seul, pas trop d'amis. Elle me demandait plein de choses, mais moi ça me sortait, j'allais me promener avec en cheval. J'ai jamais rechigné à faire ça parce que je me sentais bien. C'était pas. Mais elle le savait. Elle le savait, elle. C'est pour ça qu'elle savait très bien qu'elle pouvait me demander n'importe quoi, parce que vu que j'aimais bien être avec elle, elle en jouait. C'est tombé sur moi parce que j'étais à la bonne poire. Il fallait toujours l'amener en soirée, à droite, à gauche. Alors l'amener en soirée, puis après on la voyait plus de la soirée. Alors au début c'est bien, t'es content, tu passes des soirées avec elle, mais pour finir, elle se barre, elle va à droite, à gauche avec des autres personnes, elle discute. Puis on la revoit des fois on la revoyait parce qu'elle a besoin de quelque chose. Je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'elle arrive à se débrouiller toute seule pour que je serais pas toujours là pour l'aider. Il y a plein d'amis à moi qui m'ont dit mais ça aurait pu être toi parce que tout le monde savait que je l'aidais souvent. Puis là c'est là qu'il y en a qui se sont dit mais ça aurait pu être toi parce que c'est pareil. En garde à vue, Camille aurait évoqué ces pigeons, ces hommes qu'elle dit utiliser quand elle en a besoin. Théo aurait-il été le dernier de la liste? En tout cas, elle ne semble montrer aucun remords après le meurtre et aurait même fait preuve de beaucoup de sang-froid. À 7 h du matin, 3 heures après les faits, elle envoie ce SMS à Théo alors qu'il gît dans son salon. Merci pour hier soir. C'était vraiment bon. Fais attention sur la route. Selon les enquêteurs, 1 heure plus tard, après avoir dissimulé le corps, elle prend la voiture de Théo et roule sans permis jusqu'à cette station-service où elle fait le plein d'essence en utilisant la carte bleue du jeune homme. Son amie Maëva, que nous avons joint par téléphone, la croise par hasard. Selon elle, Camille affiche une totale décontraction. Je l'ai vue donc à la station essence, donc avec cette voiture-là, la 307 grise, et donc je l'ai vue. Elle m'a dit je pars à Bordeaux. Donc rejoindre mon chéri. Je lui ai dit du coup t'as le permis? Elle m'a dit oui j'ai pu me payer le permis avec du coup l'argent qu'Intermarché m'a versé, et puis je lui ai dit du coup t'as acheté également une voiture? Et elle m'a dit oh oui j'ai pu payer ça avec Intermarché. Et elle était super heureuse et tout. Elle avait le sourire, la musique à fond dans la voiture, le sourire jusqu'aux oreilles. L'enquête établit que Camille se rend ensuite dans cette galerie commerciale. Et toujours avec la carte des Théo, elle achète un bijou, le cadeau de Noël de sa mère. Elle prend ensuite la route direction Bordeaux à 700 km de là pour rejoindre un certain Philippe, rencontré 1 semaine auparavant par le biais des réseaux sociaux. Elle a loué cette chambre, une love room avec jacuzzi, pour 2 nuits. 400 € qu'elle règle là encore avec la carte de Théo. Mais pour l'avocat des parents de Théo, maître Bernard,
l'attitude de Camille, dans les jours qui ont suivi le crime, ne colle pas avec la thèse de l'agression sexuelle. Il y a le côté pécuniaire avec ce volet crapuleux postérieur. Et puis la question qui lui est posée, mais pourquoi vous avez autant de petits copains ou de ce que vous appelez copains? Et je vous le fais parce que c'est son expression, elle dit, j'aime le cul. Donc, pointe à la ligne, j'ai le droit d'avoir des relations sexuelles quand je le souhaite, ça c'est son droit. Mais avouez qu'avoir une relation sexuelle juste quelques jours après, quand elle descend à Bordeaux, avec quelqu'un qu'elle connaît depuis le 20 novembre, c'est-à-dire en gros 10 jours, pour une agressée sexuellement, ça semble particulier. Les enquêteurs découvrent aussi qu'en rentrant de Bordeaux, Camille s'arrête à Dijon et dort chez un ex. Elle lui demande de changer les plaques de la voiture de Théo. Le lendemain, elle publie sur son compte Facebook l'avis de recherche de la police nationale concernant le jeune homme. Puis, elle propose à David et Marine son aide pour retrouver Théo. David a conservé tous les messages.